Wolfgang Amadeus Mozart. Ça, c'est un nom qui claque. Hola amigos et amigas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du musicien le plus célèbre de l'histoire, ni plus ni moins. Un génie dont la vie ne fut pas facile, mais dont le nom résonnera encore pendant des siècles et des siècles. On va découvrir ensemble comment le jeune Mozart se fit une place à Vienne, l'une des plus belles capitales d'Europe. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. On est parti. Wolfgang Amadeus Mozart a 25 ans quand il revient à Vienne pour s'y installer et faire carrière. C'est son 3e séjour dans la capitale autrichienne. Auparavant, il était venu à l'âge de 6 ans pour accompagner son père et jouer devant l'impératrice Marie-Thérèse, comme l'enfant prodige qu'il était. Il y retourne durant l'adolescence pour y faire jouer son œuvre La Fosse Ingénue, mais en vain. Et le voici à 25 ans, de retour pour tout casser. Pour lui qui vient de la province, et qui est habitué à l'atmosphère étriquée de Salzbourg, sa ville natale, c'est un autre monde. La ville l'éblouit par la largeur de ses rues, les multiples activités et commerces, et par la foule de gens. Pour la première fois, Mozart est livré à lui-même. Tout lui est possible. Il est convaincu qu'ici, on le comprend, et que les opportunités vont se multiplier. Vienne, avec ses 200 000 habitants venant de tout l'Empire, est un aimant artiste, et principalement un musicien. Il y a des concerts partout, en privé, en public, pour les initiés ou devant la foule. C'était principalement le style italien qui dominait l'opéra, mais la langue allemande se défendait plutôt bien. Pour les musiciens, Vienne était la ville où se rendre et faire carrière. La concurrence était donc rude. À Salzbourg, Mozart avait l'impression d'étouffer. Il en voulait à son employeur, Colloredo, l'archevêque de la ville, de le brider. Son salaire était trop bas, et on le traitait comme l'enfant qu'il n'était plus. De son côté, Colloredo ne supportait plus l'arrogance du jeune musicien et les tensions devenaient de plus en plus fortes. Si bien qu'un jour de juin 1781, le comte d'Arco, chambellan de l'archevêque, fout le compositeur dehors d'un coup de pied aux fesses. Désormais, Mozart sera indépendant, avec les avantages et les risques que ça implique. Pour un musicien sans emploi stable, la principale source de revenus, c'est de bosser pour la noblesse. Une première option était d'être embauché pour des concerts privés, où il fallait composer et jouer du piano. La deuxième, c'était l'enseignement. Le gratin viennois souhaitait que le rejeton pratique au moins un instrument. Et quoi de mieux que de recruter un maître de renom. Professeur n'a jamais été une vocation pour Amadeus. C'était surtout un moyen de se faire du fric. Pour les autres sources de revenus financiers, un musicien pouvait également vendre des partitions à des éditeurs de musique, mais les sommes proposées étaient modestes. Sinon, il y avait les concerts publics, mais c'était toute une organisation complexe pour un taux de réussite pas très élevé. En gros, le musicien publiait une annonce de concert dans les journaux avec un système de précommande, et en fonction de la somme récoltée, le concert pouvait avoir lieu. Mozart était un musicien de génie, c'est une évidence. Peut-être le plus grand de l'histoire, après Bach, mais il avait des défauts. Il n'avait pas le sens des réalités, il n'était pas débrouillard comme ses concurrents, et il était nul pour tisser des liens sociaux et se vendre. Mais ses premières années à Vienne sont plutôt positives. C'était évidemment un musicien très doué, avec de bonnes qualités d'improvisation. Ses compositions étaient également de bonne facture, mais son rythme de travail était colossal. 7 heures, 21 heures, tous les jours. Les rentrées d'argent étaient régulières, mais elles ne suffisaient pas. Certes, Mozart venait de se marier avec Constance Weber et d'avoir des enfants, mais c'était son train de vie bien au-dessus de ses moyens qui l'endetta. Il avait une grande maison, des domestiques, des cuisiniers, les derniers vêtements à la mode, tout cela dans l'une des villes les plus chères d'Europe. Ce luxe pouvait paraître dérisoire, mais c'était une obligation sociale pour s'adapter au milieu aristocratique que Mozart fréquentait professionnellement. Son objectif principal, c'était de devenir un proche de l'empereur Joseph II. Mais ce ne sera pas le cas. Il obtiendra au mieux la position de musicien de chambre chargé de composer les danses de la cour, bien loin de ce qu'il espérait. Amadeus obtient néanmoins une commande de l'empereur, qui souhaite un Singspiel,
c'est-à-dire un opéra avec des parties parlées. Mozart va alors composer l'Enlèvement au sérail. L'œuvre fut bien accueillie, mais l'empereur fit 2-3 critiques en disant notamment aux musiciens « Trop joli pour nos oreilles et trop de notes, mon cher Mozart ». Ce à quoi le prodige répondit « Autant de notes qu'il en faut, votre majesté ». Ces paroles sont dures, mais elles reflétaient l'opinion du public viennois. La musique de Mozart était trop en avance, trop complexe pour l'époque, qui lui préférait des mélodies plus simples comme celles de Pesciello ou Salieri. À partir de ce moment-là, Mozart fut considéré comme un musicien parmi d'autres dans la capitale. Il obtenait de la reconnaissance de temps en temps, mais globalement il lui fallait survivre au jour le jour. Ses opéras suivants, Les Noces de Figaro et Don Giovanni, eurent également un succès mitigé dans la capitale autrichienne, mais ils furent très bien accueillis à Prague. Ces deux œuvres sont pourtant considérées des siècles plus tard comme l'apogée de l'histoire de l'opéra. Rien que ça. Vienne lui permet tout de même de faire des rencontres importantes qui influenceront sa vie et sa carrière. Mozart va croiser la route du baron Gottfried von Swieten, préfet de la Bibliothèque nationale, qui lui fera découvrir les partitions de Bach et de Handel, deux musiciens qui auront une grande influence sur son œuvre. Il va également se lier d'amitié avec Haydn, l'un des rares musiciens vivants que Mozart admirait. On peut également mentionner Michael Puchberg, commerçant franc-maçon qui prêtera régulièrement de l'argent aux musiciens, notamment en 1788, quand les temps seront vraiment durs, avec le départ d'une partie de la noblesse pour leur résidence de campagne. En 1790, l'empereur meurt, et c'est une catastrophe pour Mozart. Certes, Joseph II n'était pas un immense fan de son œuvre, mais il lui a toujours manifesté de l'attention. Il a financé certains de ses opéras, notamment Le Mariage de Figaro, qui ridiculisait pourtant la noblesse. Son successeur, Léopold II, est plus conservateur, et n'a absolument aucun intérêt pour la musique. Mais en 1791, un certain Emmanuel Schikaneder, acteur et impresario, lui commande une pièce. Mozart va commencer l'un de ses chefs-d'œuvre, La Flûte enchantée, inspiré par l'imaginaire franc-maçon dont il faisait partie. Sauf qu'il doit s'interrompre dans son travail, car un autre impresario, Guardassoni, lui commande un opéra dans le cadre des festivités pour le couronnement du nouvel empereur. C'est une offre qui ne se refuse pas, mais les délais sont affreusement courts. Il va créer en seulement quelques semaines la Clémence de Titus. Créer un opéra de cette qualité en si peu de temps est une prouesse, mais l'accueil qui lui est réservé est glacial. L'impératrice Marie-Louise va même la qualifier de cochonnerie allemande. Mais le succès de La Flûte enchantée lui fait oublier cette déconvenue. Mais Mozart est exténué par la quantité de travail à accomplir. Il n'est pas reconnu à sa juste valeur et est constamment endetté. Il va même sombrer dans la paranoïa, confiant à son épouse ses craintes de se faire empoisonner. D'autant qu'en octobre 1791, un mystérieux personnage lui commande une messe de requiem. On le saura plus tard, ce commanditaire était le comte Franz von Walzög, un aristocrate qui souhaitait rendre hommage à son épouse décédée. Étant musicien à ses heures perdues, il voulait faire croire que cette œuvre était la sienne. Mozart, n'en sachant rien, avait l'impression d'écrire son propre requiem. 2 mois plus tard, son corps ne suit plus. Amadeus est malade, à tel point qu'il ne peut plus se lever de son lit. Il ne parvient pas à terminer son requiem, et c'est son disciple Süssmayer qui l'achèvera d'après les notes de son maître. Le 5 décembre 1791, Wolfgang Amadeus Mozart meurt des suites d'une forte fièvre. Sa femme, face aux difficultés financières, ne peut choisir qu'un enterrement de 3e classe, la moins chère. Très peu de personnes vont assister aux funérailles, et Mozart sera enterré dans une fosse commune du cimetière Sainte-Marx de Vienne. Personne n'a jamais réussi à localiser cette tombe. D'ailleurs, sa mort elle-même est étrange, et fera l'objet de nombreuses rumeurs. On a supposé qu'il s'agissait d'un empoisonnement causé par Antonio Salieri, son soi-disant rival. En réalité, la position de Salieri n'a jamais été menacée par Mozart. C'est la postérité qui a créé cette pseudo-rivalité. Notamment le film Amadeus, un de mes films préférés que je vous encourage tous à voir. Ou alors c'était peut-être l'œuvre des francs-maçons,
qui voulaient le punir d'avoir dévoilé leur secret dans la flûte enchantée. Mais l'hypothèse la plus crédible, c'est une insuffisance rénale due à une infection par streptocoque. C'est moins glamour. Dans tous les cas, c'est une triste fin pour celui qui est probablement l'artiste le plus célèbre de l'histoire, avec De Vinci. Heureusement, la postérité fait bien les choses, et le nom de Mozart et sa musique continueront de résonner à travers les siècles. Voilà pour l'histoire de Wolfgang Amadeus Mozart. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez soutenir notre travail, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, liker la vidéo, la partager un maximum. Vous pouvez également nous rejoindre sur nos réseaux Instagram et TikTok. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. Et à la prochaine!